Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 20h30. Si vous nous suivez à la télévision via vos box, vous nous retrouvez en parallèle tous les jours également en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, l'incertitude qui commence à envahir l'ensemble des marchés et la psychologie des investisseurs, l'incertitude tarifaire notamment autour de Donald Trump avec des menaces qui sont prêtes à être mise à exécution dès la semaine prochaine, le 4 mars. Il y a encore un peu de temps pour négocier d'ici là, mais oui, c'est bien à partir du 4 mars que s'appliqueront normalement les tarifs de 25% sur les produits mexicains et canadiens importés par les Américains et la Chine qui bénéficiera également d'une couche supplémentaire de 10% de tarifs à partir du 4 mars. Concernant l'Europe, encore assez peu de détails sur le calendrier ou les secteurs spécifiques qui pourraient être visés par les tarifs promis par Donald Trump sur les produits européens. Cette incertitude pèse effectivement un petit peu avec derrière cela des surprises économiques qui commencent à tourner un peu côté américain et c'est vrai que c'est un des mouvements qu'on observe ces derniers jours sur les marchés globaux. La détente des taux longs américains qui sont retombés désormais autour de 4,25%. Pauline Gratel vous apportera plus de détails sur la situation des marchés dans un instant. Le dernier vendredi de chaque mois, nous en profitons pour dresser le grand tableau de bord des marchés avec nos trois invités que nous allons accueillir dans un instant. Pas mal de graphiques pour résumer la situation des marchés à l'issue du mois de février qui aura été un mois positif à nouveau pour les actions européennes qui sont effectivement les leaders de ce début d'année sur les marchés boursiers. Décryptage avec nos experts dans quelques instants et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce sera un autre décryptage, le décryptage économique de l'économiste Michel Rumi avec nous chaque mois, économiste associé de SPAC, qui nous parlera ce mois-ci des monnaies numériques de banque centrale. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés pour conclure ce mois de février. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Tendance assez morose d'ailleurs pour les indices européens par exemple en cette dernière séance du mois de février. Oui, les indices qui terminent cette semaine en repli au terme d'un mois de février qui se solde tout de même par une hausse de 3% du Stoxx 600. En France, le CAC 40 recule aujourd'hui sous les 8100 points. Février se termine avec une hausse d'environ 1,5% pour l'indice parisien dans un contexte de guerre commerciale lancée par Donald Trump à l'encontre de l'Union européenne, de la Chine, du Canada et du Mexique. Sur le plan statistique, les investisseurs ont pris connaissance de l'inflation du mois de janvier, l'inflation PCE suivie de près par la Réserve fédérale américaine. Oui, l'inflation PCE est en ligne avec les attentes et ressort en hausse de 0,3% sur un mois et de 2,5% sur un an. L'indice Core PCE, qui exclut l'alimentation et l'énergie, ressort là aussi parfaitement en ligne avec les attentes, en progression de 0,3% sur un mois et de 2,6% sur un an. Après cette publication, les indices américains ouvrent en léger repli. Oui, repli qui s'est d'ailleurs un peu atténué puisqu'on est désormais positif pour cette première partie de séance à Wall Street. D'autres données d'inflation étaient au programme en Europe, Pauline. Oui, en France, pour le mois de février, l'inflation ressort à 0% sur un mois en données harmonisées et à plus 0,9% sur un an. Elle repasse sous la barre des 1% pour la première fois depuis 2021. En Allemagne, l'inflation en données harmonisées ressort à plus 0,6% sur un mois et progresse de 2,8% sur un an. Toujours en Allemagne, le taux de chômage est parfaitement conforme aux attentes et au mois précédent à 6,2% de la population active en février. Où en est-on de la situation et de la dynamique du marché obligataire ? Le rendement américain à 10 ans poursuit sa détente et tourne autour de 4,25% aujourd'hui. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,4%. Le rendement français autour de 3,15%. Sur le marché des change, le dollar se stabilise après son rebond d'hier avec un euro-dollar autour de 1,04. Et puis quelques publications également pour terminer cette semaine avec notamment les chiffres de Dell qui ont été communiqués hier soir après la clôture de Wall Street. Oui, Dell fait état de profits supérieurs aux attentes au titre du quatrième trimestre fiscal avec un bénéfice de 1,5 milliard de dollars. La société annonce un carnet de commandes à environ 9 milliards de dollars pour ses serveurs optimisés pour l'IA, mais les perspectives sont jugées prudentes. Le titre ouvre en repli de 7% à Wall Street.
2018. Au sein du CAC 40, on retiendra une belle copie rendue par Saint-Gobain. Oui, le groupe fait état de résultats records avec un résultat d'exploitation de plus de 5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de 46,5 milliards d'euros recule tout de même de plus de 2% à taux de change comparable. Saint-Gobain souligne une belle performance dans un environnement macroéconomique contrasté. Le titre gagnait près de 3% en début de séance ce matin. À l'inverse, toujours au sein de l'indice CAC 40 à Paris, TP Davis. TP, c'est donc le nouveau nom de Téléperformance. Oui, le titre plonge de plus de 10% à l'ouverture, même si l'entreprise a sur le papier délivré une bonne copie avec des résultats supérieurs aux attentes. Ce sont les perspectives de 2025 qui déçoivent les investisseurs et qui sont sanctionnées. D'autres chutes également hors CAC 40 dans l'indice SBF 120, des chutes lourdes pour Forvia et Nexity. Oui, le titre Forvia plonge de 22% à la suite d'une publication en ligne avec les attentes, mais le problème, c'est que la dette nette est plus élevée que prévu. Pour se désendetter, Forvia annonce qu'il ne versera pas de dividendes. Et pour Nexity, le titre plonge aussi de plus de 20% après des résultats moins bons qu'attendus et publie une perte nette de plus de 60 millions d'euros en 2024 après un profit de 20 millions l'an dernier. Quel sera le programme la semaine prochaine pour les investisseurs, les grands rendez-vous sur les marchés, Pauline? Alors, au programme, la décision monétaire de la BCE jeudi, toujours pour la zone euro. On attend aussi la première estimation de l'inflation de février, la troisième estimation du PIB pour le quatrième trimestre, le taux de chômage de janvier. De nombreux PMI sont aussi au programme, tant pour la zone euro que pour les États-Unis. Et aux États-Unis, d'ailleurs, ce sera la semaine de l'emploi pour février et elle se soldera par le rapport officiel du département du travail. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le dernier quart d'heure, non, avant le dernier quart d'heure, l'émission, c'est le plus important, avec le grand tableau de bord des marchés. Voilà, c'est le dernier vendredi du mois, nous retrouvons nos trois experts, nos trois pilotes de marché pour dresser ensemble ce grand tableau de bord des marchés. Bertrand Lamiel est avec nous, directeur général de Ports en Par Gestion. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Grégoire. Kevin Lenouaille, directeur associé chez Avantgarde Family Office. Bonsoir Kevin. Bonsoir Grégoire. Et Laurent Albi à nos côtés, le responsable de Next Momentum et cofondateur également de Caleis 360. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous messieurs. Tout le monde est venu avec différents graphiques pour illustrer la situation de marché à l'issue du mois de février et peut-être se projeter évidemment sur la suite. Laurent, d'ailleurs vous avez un très beau graphique global qui résume parfaitement dans la dimension action. Le mois de février, l'Europe reste en tête. C'est ce qu'il faut retenir sur ce mois de février, Laurent. Oui, c'était un mois intéressant. Avec, on le voit à l'écran, donc un DAX qui continue de caracoler en tête. Alors, donc DAX, c'est la grande colonne verte qu'on voit tout à gauche sur le graphique, hein, c'est alors, ça. Il triche un peu le DAX, parce qu'il est quand même total return, mais quand même, de toutes les manières, même si on le prenait dividende non réinvesti, très belle performance donc du DAX. Le CAC 40 n'est pas en peine, il est aussi dans le peloton de tête. Moi, ce qui m'intéresse sur ce graphique, c'est évidemment les GAFAM. Non, excusez-moi, les Magnificent Seven. GAFAM, c'est saut 2010. Oui. Exactement. Donc les 7 magnifiques qui sont à moins 8,7 sur février. Ouais. Donc ça, c'est la colonne violette à droite, c'est celle qui plonge le plus bas. Donc c'est un indice pondéré des Mag 7, c'est ça Équipondéré des Mag 7. Donc ça, c'est quand même un fait notable, parce qu'on voit quand même qu'il y a une rotation, en tout cas il y a un changement qui est en train de se faire. C'est important de le souligner, parce que ça a quand même été le moteur de la hausse. On pourra se refocaliser dessus, bien sûr. Donc on voit bien qu'il y a des flux qui sortent de ces entreprises. On parlera peut-être de Nvidia une seconde plus tard. Bon. Avec plaisir. Donc ça, c'est un point important. L'autre point important, c'est le Russell 2000 des small cap US. C'était un Trump trade. C'est la deuxième pire performance du mois de février. Exactement. Donc ça fait pchit. Parce que c'est quand même maintenant un indice qui est sous le niveau du 5 novembre. Donc il y a effectivement, ça c'est une mauvaise surprise pour tous ceux qui avaient suivi Trump dans ses déclarations. Il n'y a pas la perf du Bitcoin, mais ça aussi ça fait pchit. Et ça aussi c'était un... Oui, ça fait partie des trades identifiés en tout cas. Identifiés. Et puis un S&P équipondéré qui est au-dessus du S&P en performance. Donc là aussi ça plaide pour un ajustement. Je ne veux pas aller trop loin dans ce scénario de rotation, on en reparlera, mais on voit bien que ça bouge un petit peu.
Vous voulez pas aller trop loin parce que la conviction n'est pas voilà, définitive et ferme encore, c'est ça Laurent ? Je ne veux pas aller trop loin dans le fait d'enterrer les GAFAM et de parler de rotation. Les Back 7. Les Back 7, parce qu'elles sont trop importantes, on en reparlera, mais on voit bien que voilà, il y a un petit ajustement qui se fait. On n'en a pas parlé, mais en lien peut-être avec la tech, on a vu, alors c'est l'indice de Shanghai, là, en rose sur le graphique, exactement. Ici, la deuxième meilleure performance du mois de février derrière les indices européens, derrière le DAX en l'occurrence. Et j'aurais peut-être mieux fait de mettre le Hang Seng. Avec la tech chinoise. Exactement. C'est ça. Qui, lui, pour le coup, est encore plus fort. On parlera des dragons chinois avec vous à l'occasion de cette émission. Mais je voulais qu'on commence avec l'Europe. Bertrand, vous êtes venu là aussi avec quelques graphiques autour de l'Europe. Je crois qu'il faut à nouveau parler du secteur bancaire, parce que quand on regarde les performances sectorielles depuis le 1er janvier, sur ces 2 mois écoulés, oui, l'Europe est en tête. Et parmi les secteurs qui sont en surperformance toujours, et depuis plusieurs années maintenant, on retrouve le secteur bancaire. Oui, clairement, avec, qui aide beaucoup dans la performance, puisque là, on va retrouver des dossiers, par exemple, un Unicredit, dont on en avait longuement parlé, donc, qui a dû signer un 40 ou 50% de performance l'an dernier hors dividende. On est déjà à 35 depuis le début de l'année. C'est ça, ouais. Donc ça continue à aller très bien. On est dans un bull run qui est installé depuis quelques temps. Et c'est vrai que depuis 2009, on avait plutôt été bercé par des désillusions sur le secteur bancaire. C'est ce qu'on voit là, la grande descente, quoi. Voilà, il faut donc du coup, d'où l'importance de dézoomer. Mais il faut se rappeler que voilà, le 2000 à 2007, on avait eu un bull run sur les banques énorme, avec des performances gigantesques. Et c'est juste ça qu'on est en train de reconnaître. Donc certains peuvent être un peu saisis d'effroi en se disant mon Dieu, mais ça commence à faire beaucoup. Quand on regarde les ratios de valorisation, non, il y a encore de la place. Oui, ça reste pas cher. Donc, il y a encore de la place de ce point de vue-là. On voit que sur la durée, ça a déjà duré 7 ans. Là, on est sur 4 ans. Donc, sur le principe, on a déjà connu plus long. Est-ce que ça va durer 3 ans de plus ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, en termes de valo, il y a de la place. En termes de momentum, les résultats sont tombés. Ils sont excellents partout, Ils sont excellents partout, avec des banques qui, pour la plupart, ont réussi à avoir des coussins de sécurité sur les ratios imposés par BAL, qui sont importants, donc ce qui donne de la place soit pour faire du business supplémentaire, soit pour faire du rachat d'actions ou du versement de dividendes. Et commencer aussi la concentration. Puisque là, c'est quand même le feu vert qu'on a vu globalement donné par l'Europe. Il y a un blanc-seing. Donc ça a commencé en Espagne. Il y a des rapprochements qui sont en train de se faire intra-espagnol. En Italie, on a vu qu'Unicredit est en train de dire Commerzbank m'intéresse. Donc là, le deal est intéressant parce qu'il y a des mouvements qui se font à l'intérieur de l'Italie. Mais on a aussi Unicredit qui dit moi, Commerzbank, ça m'intéresse bien. Bien sûr. Sachant qu'ils avaient racheté Hypovereins, donc ça leur permet de compléter la gamme. La plus allemande des banques italiennes, Unicredit. Dans un grand pays. Ouais. Donc, deuxième fait intéressant, ça ne la fait pas caler boursièrement. Donc les investisseurs se disent OK, ça a du sens, ils l'ont déjà fait, ça s'est bien passé, donc ils ont un crédit, ce qui est pas mal pour une banque. Ouais. Donc ça continue. Donc, oui, pour vous, c'est un secteur qui reste incontournable. Oui, non, mais oui, j'entends. Clairement. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit la pente du bull run de 2000-2007 comparée à la pente des quelques années de bull run, là, 2021-2025. 2000-2007, c'était quand même sacrément vertical par rapport à ce qu'on connaît là. Avec quand même des modifications structurelles en C'est plus le même secteur. Puisque les ratios de sécurité, on va dire, qui ont été imposés aux banques après l'explosion de 2007-2008, donc venant des États-Unis, c'est les banques européennes qui trinquent. Donc on a imposé des ratios Core Tier 1 ou autres qui font que là où on avait des ROE, des résultats sur fonds propres qui pouvaient aller jusqu'à 25%, là mécaniquement, techniquement, on ne dépassera pas les 13-14 dans le meilleur des cas. Donc on ne pourra plus avoir ce retour sur investissement qui était aussi fort. Mais en tous les cas, sur la tendance, sur la valorisation, sur le momentum, à ce stade, tous les voyants sont ouverts, donc rien n'interdit que ça continue. Secteur fort et secteur leader depuis 4 ans. Qui l'aurait parié il y a encore quelques années, parlant du secteur bancaire en Europe. L'Europe profite aussi, c'est une question, Bertrand, de la perspective, et ça fait partie des dossiers prioritaires de Donald Trump aujourd'hui, à côté de la guerre commerciale, l'idée d'apporter une paix ou un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que ça se retrouve déjà
dans les actions européennes ou certaines d'entre elles, Bertrand? Oui, clairement. Et globalement, sur le mois de... Enfin, ça avait commencé un petit peu avant, mais sur le mois de février, c'est celles qui passent complètement bien, et qui ont continué à tirer fort, qui marquent des points hauts, là où généralement ça a plutôt calé. Donc j'ai mis 2 exemples. J'ai mis Leonardo donc dans l'armement, donc valeur italienne, qui en plus il y a une histoire de consolidation. Donc voilà, ça aide aussi, et donc ça performe bien. Et dans les grandes capis, j'ai mis aussi Heidelberg Materials. Donc Cement. Oui, c'est le matériel, oui. D'accord. Donc qui pareil continue à bien performer. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec un cran de retard, on voit arriver les mid-cap avec des dossiers comme par exemple Nemetschek dans les logiciels liés à la construction. Donc là, qui a mis un tout petit peu plus de temps à partir, mais qui est parti. Et Alimak, donc là, c'est une valeur suédoise. Et en fait, ils vont faire tout ce qui est ascenseur et monte charge lié à la construction. Quand vous voulez faire un gratte-ciel, il faut il faut monter les matériaux. Et c'est des monte charge et des ascenseurs Alimak qui vont s'en occuper. Construction, défense, effectivement, c'est des secteurs qui retrouvent de l'intérêt aujourd'hui en Europe. Clairement, et sur le mois de février, c'est un secteur qui s'est extrêmement... Alors, il y a les banques, évidemment, mais le deuxième secteur ou cluster qui s'est bien comporté, c'est celui-là. Pour le reste, ça a quand même été un peu plus compliqué. Non, on pourra y revenir, effectivement, mais bon, on a quand même des forces là sur le marché boursier en Europe qu'il ne faut pas négliger. Que vous inspire ce bon démarrage 2025 pour les actions européennes, Kevin? Alors, il y a des catalystes positifs, il y a peut-être potentiellement des catalystes qui le seront moins, et là, je veux parler bien sûr des menaces tarifaires de Donald Trump. Vous voulez faire de moi le rabat-joie de vous pouvez profiter quand même déjà de l'enthousiasme au début d'émission. Voilà, quand même dans la brèche. Si ça m'intéresse, au-delà, avant de parler de Trump et de la guerre commerciale, mais l'opinion que vous avez là sur la hausse de l'Europe, c'est un plus 10 déjà depuis le début de l'année. Bien sûr. Le début d'année est favorable et c'est très heureux. Alors, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, très globalement, en effet, les dividendes de la paix, en tout cas l'espoir de paix, clairement aide beaucoup de notre point de vue dans ce rebond-là. On part également, évidemment, non pas d'une déprime de valorisation, c'est totalement faux, mais en tout cas d'un point de valorisation qui était aussi beaucoup plus favorable pour rebondir. À mon avis, on a eu l'occasion d'évoquer en introduction, on n'est pas sur le meilleur moment pour acheter le marché en termes de statistiques, certes, mais par rapport notamment à d'autres marchés, notamment le marché américain, il est clair qu'on n'était pas en excès de valorisation. Donc on se donne à minima les moyens du rebond. Le sujet ici, en effet, maintenant, pour être un peu plus contrariant, c'est celui de se dire, est-ce que les choses vont se poursuivre? Les catalyseurs sont bons, en effet, sur les publications, et ça c'est une excellente chose, c'est quand même ce que l'on achète fondamentalement. Maintenant, si on prend un peu de recul, la question qui va se poser, c'est que si on reste sur le sujet du conflit, évidemment, ukrainien, la question qui se pose, c'est celle de se dire, est-ce qu'on ne va pas avoir une mauvaise paix à la place d'une mauvaise guerre? Et ça, très globalement, ça va amener des questions assez importantes. On va parler de Leonardo. À quel prix, à quelles conditions? Tout ça est encore un grand point d'interrogation. Bien sûr, on peut parler de Leonardo, mais si on en vient à toute la cote, disons, plus classique, cyclique, la question qui va se poser derrière, c'est qu'est-ce que cela amène éventuellement en termes de reconstruction européenne? OK pour certains segments. Qu'est-ce que cela amène potentiellement demain en termes de réarmement européen avec un désengagement américain, donc hausse de l'endettement? On ne va pas refaire ici le cours de macroéconomie, mais surtout les premières études qui nous parviennent, c'est que sur 5 ans, ça peut être un impact globalement européen en moyenne. Il va se situer globalement entre 1-2 pour les pays aujourd'hui qui sont de plus en point sur leurs dépenses militaires, jusqu'à 5% de déficit. Ça, globalement, c'est un coût qui également sur 5 ans va être non négligeable sur la croissance, puisque l'endettement militaire n'est pas un endettement extrêmement productif à court terme. Donc premier point à poser, à mon avis, c'est celui-ci. Le deuxième point, évidemment, c'est celui qui est évoqué, on va évidemment y revenir, je le pense, dans la suite, c'est que ce conflit-là, qui est le dossier très chaud, en effet, de Donald Trump, la question, c'est que si celui-ci n'est pas forcément réglé très vite, mais en tout cas, il est passé ou bien géré. La question, c'est que le nouveau front qui s'ouvre, évidemment, c'est celui du conflit commercial. Et donc là, évidemment, on retourne dans les aspects de valorisation, qui sont, encore une fois, acceptables pour rebondir, mais pas suffisantes pour aller voir beaucoup plus loin sans des catalyseurs microéconomiques. Et on l'illustrait avec un graphique peut-être. Donc le graphique qui montre la marge opérationnelle du MSCI Europe, des grandes valeurs européennes, avec évidemment l'historique qui reprend également la séquence de la première guerre commerciale de Donald Trump, 2018-2019. Exactement. En fait, le sujet sur un graphique tel que celui-ci, il va être de jouer en deux temps. Ce que l'on met ici en exergue finalement sur le graphique, c'est la première guerre commerciale. Alors évidemment, ce dont on se rend compte, c'est que le niveau des marges opérationnelles, en moyenne sur l'Europe, n'était évidemment pas le même d'il y a quelques années. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ça signifie qu'évidemment, le point de départ était plus, plus optimiste. Il n'empêche qu'on le voit. Alors,
il y a l'effet Covid qui va arriver derrière, donc évidemment il est complètement outrepassé, mais il n'empêche que sur le premier impact de guerre commerciale, c'est 2 à 3 points de marge opérationnelle qui, non pas s'envolent, mais qui en tout cas se compressent pour les actions européennes. Si on remet cela encore une fois dans aujourd'hui une macroéconomie qui est médiocre, certes un point de départ de marge opérationnelle qui est plus haut, mais encore une fois une macroéconomie qui est médiocre, des valeurs cycliques qui ont beaucoup rebondi et qui lead depuis le début de l'année, la question va se poser de leur capacité de résistance, une nouvelle fois. Donc de ce point de vue-là, pour conclure cette longue assertion, le rebond, oui, le rebond tiré par les cycliques, oui. La question qui va se poser, c'est deuxième trimestre, voire second semestre, quel va être l'impact et est-ce qu'on ne doit pas retourner sur du picking de croissance qui, lui, globalement, commence à asymptoter en termes de valorisation. Laurent, avant de passer à la partie américaine, quelle chance vous donnez à la poursuite du mouvement sur l'Europe là? Et alors je les salue avec Véronique Riche-Flores, mais dans votre chez Caleis 360. En octobre ou en novembre, vous aviez comme conviction le DAX, puis le CAC, c'est ça. Voilà. Ouais, C'était deux convictions fortes de fin d'année. Oui. Bien vous en a pris, puisqu'on a eu de très beaux rebonds sur ces indices-là. Oui. Et maintenant? Alors, et maintenant, je pense que la surperformance des indices européens devrait se poursuivre sur 2025. Okay. Parce que je ne m'attends pas à ce qu'il y ait énormément de performance aux États-Unis, même si, pour le moment, dans mon scénario, on devrait avoir un S&P qui prend quand même 10 ou 11% sur l'année, ce qui est plus que correct, et qui devrait terminer à 6600 points. Le CAC, en revanche, lui, il a fait une première remontada exceptionnelle, pas depuis le début de l'année d'ailleurs, il a commencé avant. Je pense que là, on devrait assister à une petite pause. On a votre vision, là, vous avez le graphique, votre vision 2025 du CAC 40. Oui, alors ça, c'est le S&P qu'on voit. Mais sur le CAC 40, voilà, il y a la vision 2025 du CAC. Alors, moi, j'aime bien faire des pronostics, au risque de me tromper, mais au moins, ça rend les choses intéressantes. Et donc, moi, ce que je propose, c'est de revenir avec ce graphique tous les mois pour voir comment les choses avancent. Donc, mon scénario aujourd'hui, c'est d'avoir une consolidation sous le sommet historique, parce que je pense qu'on est beaucoup monté et qu'il va falloir digérer cette hausse. Ce seuil des 8259 points, c'est un niveau qui est symbolique et je pense que dans l'immédiat, on n'a plus les catalyseurs pour continuer au même rythme. Ok, je comprends. Donc, conso, on pourrait revenir sur 7800 pour simplifier, peut-être un petit peu au-dessus. Ça devrait durer a priori une partie du printemps, voire début de l'été. Et moi, je m'attends à une reprise de la hausse au deuxième semestre, sans savoir ce qui va se passer du côté de l'inflation. Parce que même si l'inflation en Europe est contenue, mais qu'elle redémarrait aux États-Unis, ça aura quand même un impact sur le CAC 40. Bien sûr. Donc il y a cette grosse inconnue de l'inflation au deuxième semestre. Mais aujourd'hui, puisqu'il faut faire des scénarios, c'est mon scénario, c'est-à-dire conso, mais on devrait terminer l'année plus haut que là où on est actuellement. Ça, c'est dans l'absolu pour le CAC, mais vous le dites, en relatif, vous êtes toujours dans l'idée qu'il y aura une surperformance de l'Europe par rapport aux actions américaines. Regardons ce qui se passe du côté américain. Quel est le niveau de fragilisation qu'on a aujourd'hui sur le marché américain, Laurent? Vous avez déjà un premier graphique sur le mois de février sur la participation à la hausse au sein du S&P 500, et cette participation, elle se dégrade. Oui. Alors, la participation, c'est un petit peu la pression artérielle du marché. C'est-à-dire que quand vous avez un bull market, il y a combien d'actions qui participent à ce bull market? Ce graphique, c'est le plus important de tous ceux que j'ai apportés aujourd'hui, parce qu'il est très simple et il donne des signaux très pertinents. En haut, vous avez le chart du S&P. En bas, vous avez le pourcentage d'actions du S&P au-dessus de leur MM200. Quand on a le pourcentage d'actions du S&P qui passe au-dessus de leur MM200, qui passe sous 50%, ça annonce une correction intermédiaire. C'est la minute maintenant de pédagogie d'analyse technique, 15 secondes. Les marchés, quand ils sont en bull market, il y a des tendances primaires haussières qui ne sont pas des lignes droites et qui sont interrompues par des mouvements intermédiaires qui vont durer quelques semaines à quelques mois. Et donc, quand on a ce pourcentage d'actions du S&P qui sont au-dessus de leur MM200, qui passent sous 50%, c'est un signal avancé d'une correction à venir. On n'y est pas. On est à 58, mais il est faible, l'indicateur de participation, et il pique du nez. Oui, on voit la courbe verte, effectivement, il y a une rupture. Donc, chaque fois qu'on passe sous 50%, il y a une correction plus ou moins importante dans le temps. Correction, c'est quoi, une dizaine de pourcents? Pas forcément, ça peut être dans le temps. C'est-à-dire que si on latéralise, c'est une correction dans le temps et pas dans le prix. Mais ça veut dire que le potentiel de hausse, sous 50%, il n'y en a plus
pour les semaines ou 2 mois à venir. Donc, je ne dis pas que c'est mon pronostic, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que cette ligne de participation, elle est faible, elle n'a pas franchi 50%, elle va peut-être le faire, peut-être qu'elle va rebondir dessus, on va voir. Donc, il ne faut pas se précipiter pour être baissier, pour shorter tout aux États-Unis, mais on voit bien que, voilà, ça se dégrade un petit peu. Dans les petits signaux faibles que vous suivez également, Laurent, donc il y a les marchés de crédit, Oui. le crédit high yield, la dette à haut rendement aux États-Unis, en l'occurrence, alors qu'ils sont des marchés clés aussi, des marchés d'actifs risqués. Et alors vous nous dites que le spread sur ce crédit high yield a peut-être en train de trouver un point d'inflexion, parce que les spreads, les écarts, la prime de risque est au plus bas sur ce marché de la dette au rendement américaine là aujourd'hui. Oui. Alors déjà, quand on regarde depuis 2009, ce spread, il est au plus bas. Donc déjà, ça veut dire que le sentiment de marché est très, très optimiste. Oui, il était oui. Jusqu'à maintenant, il était très On optimiste. parle beaucoup de la volatilité des actions. Sur le crédit, il n'y en a pas. Exactement. Je veux dire, Trump peut annoncer des tarifs, reporter des tarifs, réannoncer des tarifs. Le crédit, lui, ne bouge pas. Pour le moment, absolument. Pour le moment. Alors là, ce qu'on voit, c'est que ce spread, il est en train de repartir à la hausse. C'est pour ça que j'ai zoomé en haut à droite, cette petite courbe rouge qui vient de franchir sa moyenne mobile, mais elle l'avait déjà fait, mais surtout qui va peut-être déclencher une figure d'analyse technique qui est un double creux. Alors ce que ça veut dire, c'est que le spread est en train de s'élargir de nouveau. Alors pourquoi il s'élargit ? C'est simplement parce que pour le moment en tout cas, les rendements à 10 ans baissent. Donc, le spread diminue. Mais quand on voit le prix des obligations high yield, ce qu'on appelait dans le temps les junk bonds, ça baisse pas encore. Or, elles sont très très sensibles, elles sont très corrélées au marché actions. Les actions baissent, mais le high yield ne baisse pas. C'est vrai. Si on a le prix des bonds, des junk bonds, Qui commence à baisser, les taux remontent. voilà. Alors là, ça veut dire qu'on aura vraiment une accélération de cette hausse, et donc ça voudrait dire qu'effectivement, on aura un sentiment qui est en train d'évoluer de manière. Et là, on aurait un ensemble de signaux qui deviendraient un peu consistants, quoi. Oui, ça commencerait à se mettre en place. Ok. On n'y est pas. Non, j'ai bien retenu 58% sur la participation et les spreads qui sont encore très proches des plus bas historiques. Mais c'est vraiment les deux clés à surveiller pour suivre la dynamique du marché américain. Il y a également la question des fondamentaux et de la réaction des marchés aux résultats d'entreprise. Kevin, sur le marché américain, vous êtes venu avec ce graphique alors qui montre comment les prix des actions ont bougé en fonction de la capacité de l'entreprise à dépasser ou non les attentes sur les bénéfices ou sur les chiffres trimestriels qui sont en train d'être terminés, d'être publiés. Et ça nous montre quoi ? Un marché très asymétrique, c'est ça, Kevin ? Un marché asymétrique, absolument. Alors, il l'est en moyenne, donc on ne réinvente pas la poudre en disant qu'il y a une asymétrie dans la réaction du marché, mais ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'il l'est plus qu'historiquement. Et ça, c'est à la confluence de tout ce que l'on s'est dit précédemment et ce que l'on se dit aujourd'hui, avec des niveaux de valorisation qui laissent peu de place, globalement, à la déception des hypothèses. Et donc, on le voit, en effet, je pense qu'on le voit tous dans nos portefeuilles, on a aujourd'hui des réactions positives qui sont bien plus modérées aux États-Unis que les déceptions qui nous amènent dans des baisses qui sont parfois à 2 chiffres. Donc ça, c'est assez intéressant, ça rejoint tout à fait ce qui vient d'être dit, d'ailleurs, sur ce niveau de tension potentielle qui apparaît sur le marché. Ça plaide pas forcément pour une correction de l'ensemble du marché, encore une fois, mais lorsqu'on rentre dans le détail, ça montre finalement que les poils sont quelque peu hérissés pour certains au moment de lire les publications. Donc ça nous intéresse. Il n'y a pas droit à l'erreur. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Et en réalité, ça rejoint, là encore une fois, toute une série d'indicateurs. On peut redézoomer la chose. Ça suit évidemment des déceptions qui arrivent, elles ne sont pas majoritaires, mais vous avez parlé des PMI par le passé, les PMI sont déceptifs, évidemment, ça veut dire que la macro n'est pas au rendez-vous, et quand on parle d'inflation, on va y venir sûrement tout à l'heure sur l'inflation américaine, les chiffres du jour, ok, ils sont intéressants, ils sont cohérents, ça va rassurer tous les chartistes sur la Fed, il n'empêche qu'au global, on reste encore sur des niveaux qui sont des niveaux très ténus sur le côté dans lequel va tomber la pièce. Et donc, de fait, ce graphique ne dit rien de plus, encore une fois, que la réaction du marché est tendue. Donc, pour faire le jump sur l'Europe, et entre l'Europe et les États-Unis, c'est vraiment le distinguo que l'on fait. C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui, le droit à l'erreur n'est pas permis, et donc ça nous paraît particulièrement intéressant, ça plaide pour le picking. Ouais, c'est ça. Et ce qu'on décrit là sur les États-Unis, c'est vrai dans une moindre mesure également en Europe, oui, aussi absolument. sur les résultats. Oui, absolument, ça l'est. Kevin. C'est beaucoup moins absolument, c'est beaucoup moins visible parce que la distribution n'est pas la même. Oui. C'est exactement la même chose. Et on l'a vécu globalement il y a 3 semaines de ça sur ASML, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'on a eu la déception sur DeepSeek, c'est-à-dire les hypothèses se sont resserrées. Le lendemain, on a une publication qui va complètement à l'inverse et qui rattrape tout le gap. Donc ça, typiquement, c'est assez intéressant. Ouais. Bon, d'accord avec ça, Bertrand. Ouais, c'est vrai qu'il y a certains secteurs
secteur en Europe. Alors, on a parlé tout à l'heure des banques ou de quelques valeurs liées à la défense ou à la construction avec la perspective du cessez-le-feu en Ukraine qui sont forts et dynamiques aujourd'hui. Mais il y a une partie de la cote qui l'est beaucoup moins en Europe aujourd'hui. Toute la partie, notamment la partie industrielle qui était liée à l'électrification, due notamment à l'explosion des data centers, là, pour le coup, il y a eu un coup d'arrêt. Donc ça, c'est votre graphique DeepSeek m'a tué, c'est ça ? Exactement. Et là, clairement, on va retrouver des dossiers concurrents comme Schneider, Wheaton, ou Trend, plutôt dans le refroidissement des centres de données, ou Prysmian, le câblier. Globalement, on voit qu'ils font tous à peu près les sommets à peu près en même temps, et que tous, ils cassent une oblique à peu près en même temps. Mais là, sur une Schneider, les autres, je les suis moins, mais sur une Schneider qui a été le grand gagnant au sein du CAC l'an dernier, c'est plus 40%, qui a été une valeur très corrélée. Finalement, c'était un bon play pour jouer l'IA. Schneider, on cherche des plays, des valeurs, des dossiers pour jouer l'IA en Europe. Schneider est une valeur industrielle d'efficacité énergétique complètement corrélée, dont une grande partie du business est corrélée aujourd'hui à la question des data centers, de la gourmandise énergétique de l'IA. Là, vous dites qu'il y a un vrai coup d'arrêt boursier sur la valeur. Il y a un vrai coup d'arrêt, il y a un doute qui s'installe parce que typiquement, c'est encore cette semaine Microsoft qui aurait dit qu'il allait aller moins vite sur les constructions de centres de données. Quasiment immédiatement, je crois que Schneider dans la journée perd 5%. C'est très sensible. Et donc, il y a des réactions qui sont vraiment épidermiques sur le sujet. Comme d'habitude, alors est-ce que les 40% l'an dernier étaient trop ? Peut-être, mais à chaque fois la bourse ne fait pas dans la demi-mesure et oublie de dézoomer. C'est une oscillation, on ne s'arrête jamais au juste prix. Le sujet de base, c'est que on a quand même des data centers qui aujourd'hui consomment à peu près 3% de l'électricité mondiale. Dans les projections faites par des cabinets indépendants, on serait à 10%, donc une multiplication par 3 à 2030. Donc ça pose quand même des sujets sur la capacité à les fournir, tous les équipementiers qui sont autour. Forcément, ça va faire du business additionnel. Et là, en ce moment, pour l'instant, la bourse dit non, j'y crois pas, je remets tout. Voilà, on est dans ce moment-là, donc. Bon, il ne faut pas perdre ces dossiers de vue. Forcément, s'il y a des surpondérations, ils vont mieux un peu rééquilibrer en attendant que ça se passe. Parce que, globalement, il s'est passé la classique, c'est-à-dire qu'on est reparti sur les dossiers que je citais tout à l'heure, dividendes de la paix. Ça. Donc voilà, il n'y a pas de rotation sectorielle au sens où on n'a pas vu ressurgir l'agroalimentaire, des secteurs classiques ou la santé ou l'automobile. Voilà. Donc là, pour l'instant, il y a sur beaucoup de secteurs des normalisations, c'est-à-dire des secteurs qui avaient plongé reviennent un peu sur le devant de la scène. On l'a vu sur le luxe, on l'a vu un peu sur les semi-conducteurs, voilà. Mais ça ne fait pas des renversements de tendance. Et pareil sur la tech, il y a eu des prises de bénéfices des fois très appuyées, mais qui ne sont que le pendant des performances exceptionnelles qui avaient été faites. Et encore une fois, il n'y a pas de renversement de tendance. Maintenant, il va falloir surveiller. Aux États-Unis, on parlait des 7 magnifiques. Effectivement, on l'avait déjà décrit le mois d'avant et encore le mois d'avant. On est vraiment en ordre dispersé. Là, Nvidia, elle est en train de danser sur un fil. Donc... une méta, ça va bien, ça passe. Des Netflix, des choses comme ça reste très bien orienté. Mais on voit que des Nvidia, des Arista, des Broadcom, le doute est en train de s'installer. Franchement, les publications... C'est bien, on remet un peu du risque dans la thématique. C'était un peu one-way trade quand même. Donc on remet un peu de risque et d'incertitude. On est dans ce moment classique où il va falloir faire la différence entre un bruit et un vrai signal. Bon, hier, un analyste... spécialiste du secteur, on commentait avec lui les résultats de Nvidia. Il dit aujourd'hui les gros hyperscalers ont des data centers avec environ 100 000 puces, 100 000 GPU. Ils sont en train de prévenir Nvidia en disant d'ici 1 ou 2 ans, on aura besoin de data centers avec 1 million de GPU. Pas dans 20 ans. Eux, dans leur projection, à 1 ou 2 ans, ils vont avoir besoin de densifier encore énormément leur data center pour rester dans cette course, qui ne va pas s'arrêter comme ça. DeepSeek nous apprend qu'on va avoir des IA entre guillemets par entreprise, véritablement sur mesure. Et ça, il va falloir les entraîner. Et c'est ça qui consomme. Jensen, il a dit. Une fois qu'on est dans le DeepSeek, c'est très bon pour nous, Une fois que l'IA est entraînée pour la faire tourner
ça consomme moins, il y a besoin de moins d'électricité et autres. Ouais. Par contre, c'est l'entraînement qui coûte très cher. Ouais. Bon, parlons des Max 7, du coup, Laurent, donc il y a changement de paradigme. Vous dites, c'est un changement de paradigme, effectivement, qui est en train de s'opérer et de se confirmer même peut-être. Ça n'a pas été un bon mois, février. Ah non. Pour L'indice équipondéré a perdu plus de 8%, c'est ça? Oui. Et là, on a le détail valeur par valeur. Exactement. Donc, elles entraînent le marché. Et en fait, j'avais envie d'apporter ce slide pour poser la question, est-ce que le S&P peut monter sans les Max 7 ? Alors, la réponse est compliquée. Mais pour faire simple, si les 7 magnifiques consolident et ne baissent plus trop, c'est possible que le S&P montouille doucement. C'est-à-dire que le relais par les autres secteurs est possible, mais à un rythme qui n'aura rien de comparable avec ce qu'on a vu l'année dernière. Si en revanche, les 7 magnifiques continue de baisser, alors là, il n'y a pas de question. C'est mauvais pour tout le monde. D'accord. Et là, le marché... Il y a quand même un point de douleur où l'ensemble du marché peut souffrir avec un besoin de liquidité, de prise de profit qui peut s'accélérer et se diffuser à l'ensemble du marché. Absolument. D'accord. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a un découplage possible durable entre les 7 magnifiques et le reste du marché. Maintenant, si les investisseurs considèrent que sur les niveaux actuels, c'est pertinent de se poser la question de savoir si on doit revenir ou pas sur Tesla. Mais quelle catastrophe ce mois de février. Ça fait quoi, 20%, non? Même plus, 28. 28, ouais. Donc, c'est ça, voilà. c'est la barre orange, effectivement. Donc, des investisseurs qui se demandent qui est devenu Elon Musk. Est-ce qu'il fait partie du gouvernement ou est-ce qu'il s'occupe de Tesla? Il est où exactement? Et donc, on a vu les chiffres sur l'Europe catastrophiques, des ventes de véhicules. Bon, donc ça veut dire que si effectivement on commence à considérer que sur ces niveaux-là, les Max 7 redeviennent intéressantes, elles peuvent ne plus trop baisser. Et donc, on peut avoir les bancaires. On a parlé des bancaires en Europe, mais aux États-Unis, elles sont super fortes aussi. Donc, on peut avoir des secteurs qui prennent le relais et qui feront que le S&P pourra continuer de monter. Si, en revanche, il y avait des vrais dégagements plus importants, alors là, effectivement, et je pense évidemment à Nvidia, parce que c'est compliqué d'analyser Nvidia entre ce que vous disiez il y a une seconde sur les besoins qui sont juste... Donc Nvidia, c'est la barre bleue turquoise, si je ne dis pas de bêtises, là, en baisse de 8% sur le mois de février. Exactement. Donc, il y a une seconde, vous dites quoi? Vous dites que les besoins vont être gigantesques, massifs. Oui. Bon. Et en même temps, et les résultats, ils n'ont pas été décevants. Elle n'a pas démérité, Nvidia. Continue de battre les attentes. Bon, voilà. Et donc, on voit bien. Mais ça suffit plus pour que les gens achètent aveuglément. Exactement. Donc, on voit bien que c'est une question de perception, quoi. Ouais. C'est-à-dire que le rythme sur lequel on était n'est pas tenable, et donc, du coup, les investisseurs sont déçus. Bon. Donc, s'ils continuent d'être déçus et qu'on continue d'assister à des dégagements, je pense que le S&P va être pénalisé par les Max 7. Si elles arrivent au contraire à se stabiliser autour des niveaux actuels, alors ça peut effectivement laisser la porte ouverte, juste la porte ouverte à une possibilité de, si les autres secteurs prennent le relais, ce qui est encore une autre question compte tenu des Trumponomics, qui pose quand même problème, au niveau de la visibilité qu'on a vis-à-vis de cette nouvelle donne, alors évidemment, ça sera beaucoup plus compliqué. Il y a un secteur que vous mettez en avant là, avec des ratios effectivement comparés entre les Max 7 et le S&P 500, mais vous regardez aussi le secteur des staples aux États-Unis. Laurent, c'est ce qui vous fait dire la rotation en actions. Donc staples, c'est la conso de base, c'est ça chez les Américains. C'est la défense, c'est quand on joue tous en défense, quoi, staples. Alors, et donc c'est un secteur qui est en train qui gagne de la force là, c'est ça? Exactement. Donc les consumer staples, c'est ce qu'on achète quel que soit le cycle. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin de dentifrice, de savon, de shampoing, etc. Normalement, oui. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est le chart du bas, où on voit le ratio de force relative des staples par rapport au Max 7 qui repart à la hausse. Donc ça veut dire qu'ils surperforment. Et les staples par rapport au S&P, ils surperforment. Ouais. Ça dit quelque chose quand même sur le sentiment de marché. Ça dit quand même qu'il y a une rotation. C'est risk-off, quoi. Bah oui, exactement. Enfin, ça commence à être risk-off, quoi. Donc, on joue les dividendes, on joue la visibilité, on joue une linéarité. C'est des entreprises où il n'y a pas beaucoup de surprises en général. Donc, c'est vraiment les défensifs. C'est vraiment les défensifs par excellence. Parce que télécom, santé, c'est aussi défensif, mais c'est plus compliqué. Staples, c'est vraiment défensif, quoi. Et on voit bien qu'il y a cette rotation en action. Et ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'est
Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que ça annonce quelque chose de plus durable? Ben voilà, c'est la Un question. signal de plus, il y a Un les signal- spreads de crédit, la Exactement. participation à la Faut voir si ça hausse, continue. la force d'un secteur très défensif comme les staples, etc. Exactement. Mars va être intéressant. Alors. Ah oui. Les 2 premiers mois, elle était déjà, mais mars va être encore plus intéressant. Il faut qu'on parle aussi de ce qui se passe sur les marchés obligataires. Kevin, alors vous êtes venu avec le graphe très clair, limpide du 10 ans américain, donc le baromètre de toute la planète finance, avec le dollar peut-être l'actif clé pour de nombreux marchés. Oui, c'est vrai que c'est un des traits de ce début d'année, c'est-à-dire l'idée que les taux longs américains commencent à baisser. Alors, comment dire, on passe de 4,80 à 4,25, hein. On est encore au-dessus de 4%. On a vu 3,60 en octobre ou novembre, juste avant, ou en septembre, je crois, au moment où la Fed commence à baisser ses taux. On est à 3,60 sur le 10 ans américain. Donc on reste dans des zones connues, bien sûr, mais ça baisse. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis un graphique long. Oui, bien sûr, sans bien être sûr. trop gourmand, pour montrer malgré tout qu'en effet, ça fonctionne, mais ça fonctionne depuis peu de temps. Donc ça, c'est intéressant. Bon, malgré tout, les 60 bips de contraction, vu la duration constante, ça nous apporte du 5,6 sans le coupon, donc on ne va pas s'en plaindre avec $1 sur ces niveaux-là. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que je ne sais pas si c'est un signal de plus vers les stables aussi, mais c'est un signal, en effet, de plus, à mon avis, vers un marché qui est peut-être risk-off, ça c'est sûr, en tout cas qui commence à se poser la question. Sur le calcul ensuite du taux neutre, du taux réel, pardon, si on va par là, le taux est absolument pas indécent. En réalité, on s'attendait plutôt à avoir ce mouvement-là. Tant mieux, parce qu'on en a beaucoup souffert par le passé, on en a déjà assez parlé ensemble sur les prises de position, donc c'est tant mieux. Ce que ça dit surtout, encore une fois, c'est que le marché aujourd'hui est très méfiant, et de ce point de vue-là, on passe d'un dossier à un autre, encore une fois, et pour moi ici, c'est vraiment l'archétype du dossier Trump qui arrive dans les pattes. Parce qu'en fait, on a passé la fin d'année, on l'a déjà dit, on est passé de l'euphorie au mois de novembre, aujourd'hui à l'optimisme, et là on se pose la question de, j'allais dire, l'écart type des hypothèses qui vont nous arriver devant. Et donc ce graphique, il le représente, parce qu'on est de moins en moins confiant sur les hypothèses. On parlait en début d'année de reflation. Je me souviens de cette discussion avec nos clients. On disait le thème qui va peut-être émerger, c'est la reflation. Aujourd'hui, c'est celui de la stagnation, en réalité, qui revient sur le devant de la scène. Ouais. Et Voire stagflation. Absolument. Oui. Mais et ce qui est très intéressant de ce côté-là, je ne sais pas si on peut parler de l'autre graphique, mais... Sur la confiance des ménages, les anticipations d'inflation des ménages, bien parce sûr. qu'en fait, alors qui vont au nord quand le 10 ans américain va au sud, quoi. Deux salles, deux ambiances, c'est ça qui me paraît extrêmement intéressant. C'est-à-dire que ce que montrait le 10 ans américain, c'est potentiellement en effet un espèce de shift, c'est-à-dire un passage, on se concentrait très fortement sur l'inflation au départ vis-à-vis de la Fed pour considérer ses futures baisses de taux, et donc la courbe, même si selon son inversion on peut la considérer, mais on avait des anticipations de hausse ou de baisse de taux de la Fed qui étaient corrigées de la sorte. Là, avec ce qu'on a sur le 10 ans, on peut globalement parler d'un shift vers la croissance, c'est-à-dire qu'il y a une vraie crainte de croissance. Ouais. Et en même temps, le signal qui vient d'être donné par les ménages américains, il est complètement à l'envers. C'est-à-dire que on le voit sur ce graphique-là, que je trouve assez instructif pour le coup, c'est anticipation de l'inflation à 1 an des ménages. Ouais. C'est la courbe la plus foncée, en l'occurrence ici. Et on le voit en réalité. On est sur des niveaux d'incertitude des ménages qui sont extrêmement importants. C'est la peur des tarifs, quoi. Oui, absolument. Et donc, encore une fois, on arrive avec un dossier Trump qui revient. Encore une fois, c'est reflation versus stagflation, stagnation. Et on le voit, hein, même à 5 ans, c'est beaucoup moins clair à 5 ans, mais on a une anticipation, elle aussi, qui est très haute. Ouais. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'encore une fois, c'est aussi, en effet, le deux salles, deux ambiances que l'on évoquait ensemble. Bon, ça montre peut-être les contradictions, effectivement, de la politique de Donald Trump, ou en tout cas, telle qu'il souhaiterait pouvoir la conduire. Si je peux... Pardon. Juste un léger mot sur la partie obligataire, dans ce cas-là sur les spreads. Ce que je trouve extrêmement intéressant par le graphique qui a été montré, c'est qu'en effet, on voit justement cette potentielle reprise du spread. La question qui va se poser justement, c'est est-ce que c'est... Qu'est-ce qui va bouger ? Qu'est-ce qui va bouger ? Absolument. Et là, globalement, on n'a pas la réponse parce qu'il y a peu d'échanges aujourd'hui sur le high yield. On n'arrive pas à trouver du bon papier, on en parlait. Et donc, de ce point de vue-là, oui pour le spread. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas convaincu que le niveau d'entrée il soit là dans quelques mois. Parce qu'il faut trouver du papier. Laurent, je voulais juste te dire une seconde, quelle ironie du sort, parce que Trump, il a quand même été élu sur la lutte contre l'inflation et le retour du pouvoir d'achat. Les ménages, oui, mais ils ont compris, les ménages, des droits de douane, c'est une taxe sur la consommation aux États-Unis. Hein. Fini par comprendre. Il nous reste 2 minutes. Bertrand, le graphique classique sur les mid-cap européennes, hein, c'est l'un des marchés de spécialité de Ports en Part. C'est toujours un angle mort des stratégies, vous dites.
Oui, clairement, parce que ça faisait partie des stratégies l'an dernier. Là, cette année, plus personne n'en parle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un mois de février qui globalement a été compliqué, ça continue. En fait, ça continue à cranter. Donc, à la fois en absolu et à la fois donc là, on a le graphe du haut. Donc, on voit que voilà, on dépasse quand même ce qui avait été une résistance pendant longtemps. Et en bas, en relatif contre les grandes capitalisations. On est toujours dans ce tunnel très légèrement haussier. Ça fait un moment qu'on l'a installé. Donc, c'est pas spectaculaire, mais c'est là. Ça avance. Et donc, probablement, pour partie, il y a un biais sectoriel dans l'affaire, puisque dans les grosses mid, enfin dans les mid européennes, donc on est quand même sur des sociétés qui dépassent les 10 milliards. On est sur ça monte jusqu'à 15-18 pour les plus gros, 15-18 milliards pour les plus grosses. On va retrouver pas mal de galaxies financières. Les financières doivent représenter à peu près 20% de ces indices-là. Donc on va retrouver les petites banques italiennes, espagnoles, Europe de l'Est qui fonctionnent très bien et qui aident. Il n'y a pas que ça, mais le deuxième segment, c'est de l'industrie, dans lequel on va retrouver, on sent qu'il y a peut-être un truc qui est en train de se passer sur l'automobile. Alors Forvia aujourd'hui, c'était pas la... Non, mais c'est vrai que c'est un secteur qui a repris 10% en partant des Voilà, on a quand même un changement de gouvernement en Allemagne, on va voir ce qu'ils vont faire, mais clairement, il y a un vrai sujet sur l'industrie automobile. Ils sont quand même en train de vivre un cauchemar avec des usines mises à l'arrêt, des plans de départ, qui sont un traumatisme en Allemagne, parce que là, on est quand même sur le secteur sacré allemand. Bien sûr. Donc, s'il y a des choses qui se mettent en place, ça peut aider à faire revenir sur ce segment-là, par exemple. Donc, pour l'instant, c'est trop tôt, mais en tous les cas, ça fait partie des points qu'on va surveiller. Il y a potentiellement dans l'industrie un segment qui peut redémarrer. On termine avec les dragons, Laurent. Oui, mais juste un mot, le réarmement de l'Europe, la défense peut aider les mid-cap. On a des valeurs de défense dans ces indices-là aussi. Ça peut contribuer à cette histoire. Et le biais domestique. Absolument. Comment ? Et le biais domestique, potentiellement. Les dragons chinois. Oui, parce que moi j'aime finir avec la Chine. Alors la tech américaine elle est chère, mais la tech européenne je la trouve très intéressante. Le stock 600 en technologie il est beau, il est en tendance haussière, il surperforme, donc c'est vraiment un secteur à considérer. Et puis les China Dragons, parce que ce sont des entreprises chinoises qui sont cotées à Wall Street, donc c'est important. On peut les acheter, c'est de l'internet, donc c'est Xiaomi, BYD, PDD Holdings, Tencent, Alibaba, Meituan, JD.com, Baidu. NetEase. Voilà, c'est des sociétés qui sont très connues. Ça, c'est un panier de ces sociétés. Alors, c'est peut-être trop tard à court terme, mais je pense que la tech chinoise et la tech européenne, c'est peut-être un call sur lequel il faut réfléchir en tout cas. Je comprends. Si la tech américaine... se communiquant, quoi. Exactement. Merci messieurs, merci d'être avec nous chaque dernier vendredi du mois pour ce grand tableau de bord des marchés. Laurent Albi, responsable de Next Momentum, cofondateur de Caleis 360, Kevin Lenoy, directeur associé chez Avantgarde Family Office et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Part Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, ce quart d'heure est consacré à un décryptage économique avec le professeur Michel Rumi, économiste associé chez SPAC. Bonsoir Michel. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre chronique qui nous amène à parler aujourd'hui des monnaies numériques de banques centrales. Ça bouge du côté des banques centrales et à la BCE par exemple, pour prendre l'exemple européen qui a annoncé le développement d'une blockchain propriétaire, maison pour le règlement de transactions en euros numériques. La BCE qui a également lancé une consultation pour recueillir l'avis des citoyens sur l'euro numérique. C'est quoi l'euro numérique, Michel ? Alors en fait, l'eurosystème regroupe en fait la BCE et les banques centrales nationales des pays, des États membres de la zone euro, ont décidé de développer à court terme une monnaie virtuelle qui est l'euro numérique. Et alors ce qu'il faut aussi... C'est une vraie monnaie, parce que virtuelle, je peux pas... C'est des mots qui troublent un peu, je trouve. C'est une monnaie dématérialisée, c'est ça. Tout à fait. L'euro numérique... Virtuel au sens dématérialisé. Voilà. L'euro numérique, viendra en complément des espèces, concrètement, et avec les autres moyens de paiement, ça coexistera avec tout cela. L'idée est que, bien sûr, la première question, c'est est-ce qu'un euro numérique sera égal à un euro fiduciaire, c'est-à-dire l'euro qu'on a. On espère. Oui, mais rien évident. n'est écrit. Rien n'est écrit.
Bien est écrit, comme d'ailleurs les banques centrales. Le e-euro pourrait avoir une valeur différente de l'euro. Tant que c'est pas écrit, c'est potentiel. D'accord. Et j'entends. donc, c'est comme la Banque centrale. Ce qu'il faudra savoir, c'est qu'il faudra changer le statut, notamment parce qu'on dit oui, on met institut d'émission de l'euro fiduciaire, mais pas de l'euro numérique. Donc, il faudra changer Les statuts. Donc, il y a pas mal de choses qui vont changer dans les droits, notamment, on verra les défis, notamment, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire l'euro, tout le monde paye en euros? Est-ce qu'un commerçant pourra refuser l'euro numérique? Rien n'est marqué. Donc ça pose des problèmes, des petites choses comme ça. Mais ce sera un moyen de paiement complémentaire par rapport à la Exactement. monnaie, scripturale, fiduciaire, etc. Exactement, on aura à côté la possibilité de payer. Alors pourquoi tout ça? C'est parce qu'aujourd'hui, si on fait un sondage, combien de personnes payent en cash ou ont du cash, hein? Il y a très peu de personnes, parmi les personnes les plus âgées, on a du cash, mais parmi les plus jeunes, aujourd'hui... On sait plus ce que c'est. On sait plus ce que c'est. Donc, en fait, la Banque centrale répond à la demande, on va dire, des nouveaux modes de paiement là-dessus. Et c'est ça qui est très important, c'est que ça permettra de payer dans les magasins, en ligne, entre particuliers, et quel que soit le pays de la zone euro. Bon, c'est là où je trouve que c'est-à-dire que déjà aujourd'hui, grâce aux outils numériques, on est en capacité de payer sans papier, sans cash, etc. Mais là, l'euro numérique, c'est encore une autre forme de monnaie dématérialisée. Tout à fait. Où en est le projet, du coup? Alors, parce que tout le monde y travaille. Oui, non. En fait, c'est aujourd'hui, ça a été lancé en fin 2023, ça se développe. Et les derniers résultats vont arriver en fin 2025, début 2026. Donc, a priori, ce qui va se passer, c'est qu'après cette phase d'études, etc., eh bien, il y aura un conseil des gouverneurs qui va décider est-ce que l'on va développer et mettre en place un euro numérique. Et ça pourrait avoir lieu, on va dire, en fin 2026, 2027. Et l'idée, c'est que avec cet euro, tout le monde pourrait payer, même ceux qui n'ont pas de compte bancaire, pour payer en euros numériques, et partout en Europe, sans ce problème. Oui, derrière l'idée, c'est que ça peut court-circuiter un grand nombre d'intermédiaires, à commencer par les banques. Michel. Hein. Ah oui, mais c'est ça qui est très important de saisir, c'est que, en fait, bien sûr, on va dire, du coup, si l'émetteur, c'est la Banque centrale, eh bien, on n'a plus besoin des banques commerciales. Or, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est l'adjectif. L'adjectif banque centrale, c'est une banque centrale, c'est une banque des banques. Banque commerciale, c'est ceux avec la particularité. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on conservera, on va dire, le système bancaire en l'état, mais on ne veut absolument pas se déjouer du système bancaire traditionnel parce que c'est lui qui finance l'économie. Oui, bien sûr. Et donc, on ne veut pas que la banque centrale devienne une banque commerciale, d'une certaine manière. Non. Donc, il y aura toujours une place pour les banques traditionnelles commerciales. On est en Europe, qui dit numérique, dit respect de la vie privée, Michel. Alors, en Europe, on est attaché à ça, en tout cas. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que l'eurosystème a décidé qu'il y aura un haut niveau de confidentialité et de protection de la vie privée bien supérieur aux moyens de paiement actuels. Et ce qui est très important, c'est que c'est garanti. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que seuls les bénéficiaires et les payeurs seront au courant de la transaction, bien sûr, parce qu'il faut bien faire ses comptes de temps en temps. Mais il y a aussi, bien sûr, il y a un équilibre à trouver entre le blanchiment des capitaux, la fraude, le financement du terrorisme et conservation de la vie privée, de l'anonymat. Et donc ça se fera. Donc il y aura sûrement des choses à faire. Et c'est ça qui est très important. Et en même temps, ce qu'il faut bien voir, tant que je suis en termes de sécurité, en termes de piratage, eh bien, les plus hauts degrés de sécurité seraient mis en place, donc a priori ça limiterait. Je ne dis pas que ça il y en aura pas. Ça non, le risque zéro n'existe pas. Ouais. Exactement, ça limiterait fortement les possibilités de contrefaçon ou d'autres, ce qui peut se passer. Quoi. Est-ce qu'il faudra payer pour se servir, utiliser l'euro numérique? Non, alors a priori c'est un bien, on va dire, un bien public, c'est-à-dire que ça appartient à tout le monde, donc ça paye. On n'aura pas à payer, ça sera gratuit. Et la grande difficulté, bien sûr, on est dans un monde marchand et monétaire, et bien les banques risquent de nous proposer d'autres services et fonctionnalités pour répondre à certains besoins. Et donc là, bien sûr, ce sont des services payants. Mais l'euro numérique, a priori, est gratuit. Qu'est-ce qui distingue alors ce qu'on appelle alors en anglais MDBC, c'est les monnaies digitales de banque centrale. Digital, moi j'aime bien dire numérique. Oui. Il paraît que c'est mieux, voilà. Mais bon, on parle de la même chose. C'est quoi la différence entre une monnaie numérique de banque centrale et ce qu'on appelle les cryptoactifs aujourd'hui, comme le Bitcoin? Alors, les monnaies digitales de banque centrale, c'est la version numérique
d'un euro fiduciaire. Okay, donc, elle aura, cette monnaie digitale, un cours légal. Qu'est-ce que ça veut dire, le cours légal? Ça veut dire que, eh bien, personne ne pourra refuser le paiement en paiement digital, comme aujourd'hui, par exemple, on peut refuser un paiement en dollars, mais je ne peux pas refuser un paiement en euros. En euros. Et donc, elle est émise et garantie. Donc là, par une banque centrale. Et donc, c'est ça qui est très important. Alors que les banques centrales, donc la valeur de 1 euro numérique égale 1 euro fiduciaire est garantie par la banque centrale. Alors que les crypto-actifs comme le Bitcoin, en fait, elles sont décentralisées, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas trop, mais la valeur en fait, du Bitcoin n'est pas garantie. Donc, en fait, la grande différence réside dans la valeur de la forme de la monnaie, entre guillemets. Et donc, on risque d'avoir des concurrences. Et puis, bon, il y a d'autres problèmes, mais qui sont un peu trop longs à expliquer dans ce laps de temps, mais ça pose un problème de souveraineté, éventuellement, si on utilise le Bitcoin, comme avait le Salvador, etc., etc. Fondamentalement, pourquoi est-ce que les banques centrales, il n'y a pas que la BCE, en Chine ou ailleurs, pourquoi est-ce que ces banques centrales développent-elles ou s'engagent-elles sur la voie de développer des monnaies numériques? Alors, première des choses, c'est pour répondre aux habitudes de comportement. C'est ce que vous disiez. Donc, on paye, on va dire, en numérique. Deuxième chose également, c'est pour faciliter l'inclusion financière. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, on ne se rend pas compte, mais en France, il y a le taux d'inclusion, le taux de bancarisation, c'est 99%. Si on regarde un peu plus large, au niveau de l'Europe, c'est 95%. Ce qui veut dire qu'il y a 9 millions d'adultes qui n'ont pas de compte bancaire. Donc, alors pour diverses raisons, et donc ça faciliterait les échanges. En même temps aussi, c'est en cas on va dire de désuétude d'autres moyens de paiement, on a un nouveau moyen de paiement, c'est une monnaie publique, c'est l'euro numérique. Puis également aussi, c'est la lutte contre le blanchiment, etc. Et puis également surtout, c'est renforcer la souveraineté monétaire, alors que d'autres crypto-actifs rentrent en jeu, et donc ça voudrait dire que on a besoin aussi, les banques centrales, d'être modernes d'une certaine manière. Se mettre au goût du jour, quoi. Exactement. Et oui, ce sont des institutions qui bougent, qui évoluent, oui, tout à fait. Ce n'est plus des vieilles dames. Non, la vieille dame de Threadneedle, comme on appelle la Banque d'Angleterre, effectivement. Exact, c'est important. Ça peut permettre de réduire le coût de transaction, le coût des paiements, a priori. A priori, les études ont montré que, eh bien, comme aujourd'hui, on pourrait ne pas trop passer par les banques commerciales, eh bien, on pourrait s'en débrouiller. On pourrait baisser en moyenne, bien sûr, le coût de transaction. Et donc, ça serait de moins en moins onéreux pour un détenteur là-dessus de euro numérique. Globalement, quel type d'impact financier, macroéconomique même, peut-être, est-ce qu'il faut avoir en tête? On évoquait tout à l'heure la situation des banques commerciales qui pourraient se faire en partie court-circuiter, même si vous nous dites qu'elles resteront centrales dans le système pour la distribution de crédit et le financement. Justement, pour éviter de déstabiliser le système bancaire. Aujourd'hui, on envisage qu'il y ait un plafond de 3 000 euros numériques qui serait, on va dire, une poche de réserve. On aurait un wallet de 3 000 euros max. Voilà, c'est en gros pour, je dirais, stabiliser un peu, pour stabiliser le système financier, mais pour en même temps ne pas avoir une trop grande différence. Ce qu'il faut bien voir, c'est que même en mettant 3 000 euros par personne, ça fait 740 milliards qui s'en vont ailleurs, qui sortent du circuit. C'est des dépôts en moins pour les banques. Exactement. C'est équivalent, les premières études montrent 740 milliards. Donc ça veut dire un peu moins pour faire des financements de l'économie, etc. Bien sûr. Et donc ça peut se passer. Donc là, c'est la première des choses qui émettent. Et donc c'est ça qui est très important. Deuxième chose également, pour la politique monétaire, ça peut, dans une certaine mesure, améliorer la transmission de la politique monétaire. En fait, les paiements vont être beaucoup plus rapides. D'habitude, on passe par les banques. Les banques, aujourd'hui, on pourrait faire un transmission entre nous, ça pourrait aller vite. Donc, ça peut aussi poser de gros défis pour les banques, notamment par Banque centrale, parce que si on est très réactif, on l'a vu il y a quelques temps avec la Silicon Valley, où on a eu le premier crash par les réseaux. Vous voyez que ça peut aller très vite en termes de déstabilisation. On se dit, ce qui est dingue, à l'heure où tout est numérique et où on paye sans carte bancaire, sans cash, etc., on se dit que cette histoire d'euro numérique de Banque centrale, c'est une simple formalité. En fait,
vous nous montrez, c'est un défi considérable quand même. Tout à fait. C'est un défi. Non, mais c'est un défi. C'est-à-dire que déjà, nos petits-enfants, quand on sortira un billet de banque, ils nous diront c'est quoi ce truc. Donc, c'est ça qui est très important. La première des choses, c'est la sensibilisation. Comme je dis toujours, on fait partie de la génération, on connaît, on va dire, le matériel, le cash, on a connu l'euro fiduciaire, et là, on va rentrer dans le virtuel. Les générations futures se poseront pas. Oui. Donc, n'ayant pas connu l'antérieur, ils ne se poseront pas la question. Donc il y a une sensibilisation du public à utiliser, à avoir ceci. Il y a aussi une coopération entre les banques et les commerçants qui sont très importantes parce que ce qu'il faut savoir, c'est aujourd'hui le droit ne dit pas qu'on est dans l'obligation, du moins les commerçants sont obligés. Oui, c'est ce que vous disiez. Ouais. Donc ça pose ce type de problème. Il y a aussi la gestion des impacts parce qu'en même temps, un non-résident qui arrive, vous êtes américain, vous arrivez en France, comment vous allez faire pour utiliser l'euro numérique? Il y a des petites choses comme cela. Et puis surtout, c'est ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est la confiance des utilisateurs. Ouais, ouais. Et donc voilà. La confiance est à base de tout, effectivement, dans ces systèmes financiers et économiques aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel. Merci pour cet éclairage sur ces monnaies numériques de banque centrale en route vers l'euro numérique. Les décisions pourraient être prises d'ici l'année ou les 2 ans qui viennent du côté de la Banque centrale européenne. Michel Rumi, économiste associé de SPAC, avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.